Bonjour à tous, je suis Mickaël Raymond, entrepreneur et auteur de fiction, et vous écoutez le podcast Double Vie, un podcast qui parle de création des auteurs, autrices et de leur mode de vie. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier car j'accueille Julien Simon. Julien Simon est le cofondateur et directeur éditorial de Rocambole, et il est là pour nous parler de sa sensibilité créative, mais aussi pour nous en dire plus sur cette maison d'édition d'un nouveau genre. Bonjour Julien, bienvenue. Bonjour. Donc avant tout, parce que c'est un sujet qui m'intrigue et qui intrigue beaucoup de monde, parle-nous de Rocambole. Donc, c'est une maison d'édition, mais c'est aussi une start-up un petit peu. Donc, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Est-ce que tu peux présenter la société? Bah, déjà, je partirais du postulat que Rocambole, enfin, que tout est start-up, toute entreprise est une start-up à partir du moment où elle commence. Du Parce que le mot start-up peut parfois, notamment dans la culture populaire, avoir un côté un petit peu péjoratif. Nous, on se qualifie pas en tant que start-up, hein, on est une entreprise comme une autre, si ce n'est qu'effectivement on est une entreprise du numérique et que, voilà, avec tous les fantasmes que ça peut amener. Mais en tout cas, Rocambole, bah, déjà à la base, c'est une sorte de maison d'édition, couplée à une plateforme, ce qu'on appelle une plateforme de streaming littéraire, en moins compliqué, on va dire que c'est Netflix, mais pour lire des livres. Enfin, pour lire des histoires, lire des fictions, des non-fictions, heu, dans tous les genres, dans un format un petit peu particulier qui est celui de la série, qui commande, une certaine efficacité narrative, mais on aura sans doute l'occasion d'en rediscuter après. Heu, donc voilà, ce sont des histoires, dont le premier épisode vous donne, forcément très envie de lire le suivant et le suivant et le suivant. Je confirme, j'ai testé, c'est bien mécanique, bien rodé. Donc ça fonctionne, c'est un abonnement et il y a un accès illimité au catalogue, c'est ça le principe? Ouais, c'est ça, bah, c'est le modèle un petit peu à la mode en ce moment, le modèle sur abonnement, à la Netflix où vous payez un fixe tous les mois pour avoir accès à l'intégralité du catalogue. Sachant que, depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, il y a, ce qu'on appelle une partie freemium qui vous permet de lire des histoires. Alors évidemment, on a plus de 120 séries sur l'application, donc vous n'avez accès qu'à une partie infime du catalogue. Néanmoins, vous pouvez profiter de certaines histoires gratuitement et lire sur Rocambole, sans nécessairement payer l'abonnement. Tu mentionnais Netflix. Netflix se réserve maintenant aujourd'hui le droit, alors c'est plus trop d'actualité avec la fermeture des cinémas, mais se réserve le droit de sortir des films pour participer à des Mmh. festivals et cetera. Est-ce que vous, c'est aussi quelque chose que vous envisagez, sortir, une série populaire en format papier ou est-ce que c'est vraiment, votre culture, c'est le numérique? Bah, à la base, on s'est lancé, bon, Rocambole, c'est avant tout un catalogue de séries exclusives. C'est-à-dire que, bah, ce que tu trouves sur l'application, ce que tu lis sur l'application, en théorie, tu ne le retrouves pas ailleurs. Après, évidemment, on n'est pas fermé à il y a certaines contingences qui font que, bah, il y a des gens qui préfèrent, certains formats à d'autres. Nous, notre enjeu, c'est de créer un usage. Donc on va essayer de faire en sorte que les gens aient avant tout envie de venir sur la plateforme et lire sur la plateforme. Après, qu'il y ait des déclinaisons, papier, qu'il y ait des déclinaisons podcast, voire même des adaptations, audiovisuelles, ça fait partie du projet, global Rocambole, hein, dans le sens où nous, on se voit comme un espèce de laboratoire d'idées, laboratoire d'histoire, hein, où, on peut tester plein de choses, hein, agrandir le catalogue avec plein de contenus exclusifs et puis derrière, si déclinaison, il faut faire, ou si déclinaison, il y a à faire, on le fera avec plaisir. On n'est pas sectaire sur le format, si tu veux. Là, il se trouve que le numérique nous permet quand même une sacrée fluidité, une sacrée réactivité. On est capable de produire une série et de la publier en 2, 3 semaines. Hem, c'est des mécaniques qui sont beaucoup plus lentes quand tu intègres un dispositif d'édition print, quand tu accoles un tel dispositif derrière. Donc nous, on aime bien notre réactivité.
J'ai vu que vous publiez, c'est quoi? Deux séries par semaine? Ouais, on est entre 2 et 3 séries par semaine, hein. Heu, je pense que là, en l'état actuel de l'équipe telle qu'elle est et puis de nos finances aussi parce que, bah, on rémunère les auteurs, ce qui est bien normal, heu, ce qui est même le minimum syndical à faire, et on essaye de bien les rémunérer. Heu, en l'état actuel de notre budget et de nos rentrées d'argent, c'est difficile, de faire plus au regard de nos capacités humaines aussi. C'est-à-dire que en l'état de l'équipe, déjà on fait quasiment l'impossible déjà, plus serait la science-fiction pour l'instant. Ouais, ça me semblait déjà, 2 à 3 par semaine, ça me semble déjà énorme, en fait. Comment vous êtes organisé pour réussir à sortir un volume comme ça? Bah, moi, mon obsession depuis des années, et c'est un peu l'obsession que j'ai rapportée avec moi, quand j'ai intégré Rocambole, c'est le fonctionnement des magazines de prépublication de manga au Japon, qui fonctionnent en espèce d'organisation, à moitié rhizomique. C'est-à-dire que tu as plein de petites entités éditoriales, des auteurs en partenariat, enfin en espèce d'équipe avec des éditeurs comme ça, des toutes petites unités de travail et de 3 4 personnes maximum, qui avancent en parallèle, en fait. Du coup, tu as une organisation très souple et très où tu laisses beaucoup de liberté, à tes auteurs évidemment, mais aussi à tes collaborateurs. Ça se fait dans la confiance et puis ça se fait aussi en suivant une certaine charte éditoriale, et c'est ça qui fait que, bah, on est capable de produire autant de séries pour le moment. J'avais lu que vous aviez aussi, des auteurs dans un pool, alors vous l'avez, renommé et appelé différemment, mais l'idée c'est d'avoir, un peu une force de frappe un peu presque interne, enfin un peu à votre disposition pour, Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de projets qu'on sort qui sont, issus de cette fabrique. On a appelé ça la fabrique parce que ça nous fait rigoler, ça fait un peu les lutins du Père Noël. Heu, l'idée, c'est vraiment d'avoir des auteurs, à demeure, quasi en résidence, qui vont, choisir de focaliser leur travail, bah, principalement sur Rocambole. Ce qui fait que, voilà, ils sont une trentaine d'auteurs, d'autrices, de scénaristes, à travailler pour ces séries-là. Hem, pour eux, c'est aussi une opportunité de travailler plus parce que, bah, on peut très bien imaginer publier une série, tous les 2 mois, tous les 3 mois, et avoir ainsi une espèce de une espèce de visibilité sur ses revenus aussi en tant qu'auteur, c'est important. Là où c'est, bah, déjà quand tu signes, 1 ou 2 contrats d'édition, par an en tant qu'auteur, tu es plutôt très content. Heu, quand on signe, 7, 8, 10, c'est encore mieux. OK. Donc oui, c'est une espèce de collaboration, voilà, une collaboration avec les auteurs et ça se fait en partenariat, en fait. Bah, il y a voilà, il y a pas de lien de subordination si tu veux. C'est une collaboration libre, mais en fait, c'est un échange de bons procédés finalement. Nous, on est contents parce qu'on a des séries régulièrement et les auteurs sont contents parce qu'ils travaillent. Mmh. Oui, c'est ouais, ouais, une plateforme de diffusion pour eux, une audience, quoi. Ouais, exactement, et c'est l'opportunité de participer à un beau projet aussi. Ouais, oui, oui, bah, c'est ce qui m'a motivé, enfin, tu vois, motivé à creuser et à comprendre ce que vous faisiez. C'est déjà que ce qui est intéressant, c'est que c'est du numérique, mais qui est, complémentaire de ce que font les libraires, en fait, puisque c'est pas du tout vous visez pas du tout le même public. Donc il y a une bonne synergie. Bah, en tant qu'ancien libraire, ça me chagrine toujours un peu de réfléchir ou de participer à des projets qui contreviennent à l'intérêt ou à l'avenir des librairies. C'est pour ça qu'à mon sens, enfin, d'une part, nous, notre postulat de base, c'était de remettre de la lecture dans le quotidien de gens qui lisaient pas beaucoup forcément avant. Heu, donc en ça, déjà, on travaille pour les libraires puisqu'on est en train de muscler, des usages et de muscler des habitudes de lecture qui font que peut-être que dans 6 mois, certains lecteurs rocambolesques
se motiveront à pousser la porte d'une librairie, là où ils n'avaient pas, spécialement envie de la pousser avant. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, on fait du format exclusif, donc de toute façon, c'est pas comme si on vendait, nos livres sur Amazon, hein. Nos c'est pas des ventes, perdues pour eux, si tu veux. Il y a pas de concurrence, là-dedans et puis, si jamais on développe l'écosystème de publication de livres papier et ben, dans ce cas-là, tout le monde serait content. Oui, ça fait plaisir de voir un projet qui favorise pas, l'écosystème Kindle et qui soit, malgré tout numérique, quoi, donc c'est Bah, si tu veux, l'écosystème Kindle, il il se favorise déjà bien tout seul, quoi. Ne serait-ce que, bah, voilà, on a beau taper, à longueur de journée sur Amazon, reste que, les auteurs sur internet, en tout cas dans les cercles d'auteurs, plutôt numériques qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, ils utilisent KDP à une écrasante majorité. Il y a très peu d'auteurs qui sont pas sur KDP. Donc, c'est aussi une volonté avec Rocambole de tester autre chose, de pas tout laisser, à Amazon parce qu'ils mangent déjà une grosse part du gâteau et de tenter de faire un écosystème numérique, non seulement vertueux, mais en plus, français quoi. Français, européen, tout ce que tu veux, mais qui soit pas Amazon quoi. Parce que de toute façon, cette place-là, si nous on la prend pas maintenant, tu peux être certain que dans, 2 ans, 3 ans, 5 ans, il y a un géant, chinois ou coréen ou américain, qui la prendra. Donc, c'est aussi une question de il y a une question de souveraineté numérique et de souveraineté culturelle derrière. mmh ouais. Et ce qui m'a séduit dans le projet aussi, c'est votre manière de créer une communauté aussi. C'est-à-dire que quand on voit les par exemple, les actualités dans l'app, on voit que c'est un comme tu dis, un lab, c'est bouillonnant, vous avez, le ticket d'or, dans un partenariat avec Cube pour, tirer au sort 3 personnes qui vont pousser, planter une graine pour, faire naître une série. Donc j'ai l'impression que voilà, rien qu'en regardant les news, on voit une communauté bouillonnante. Vous avez un Discord Mmh. pour les relations avec les lecteurs, les abonnés, donc voilà, c'est vraiment il y a une espèce de lien fort avec votre audience qui est très intéressante. Bah, on est, c'est le numérique permet ça et c'est quelque chose qui est très réjouissant avec Rocambole, c'est justement de pouvoir, publier, créer et d'avoir immédiatement des retours, des parfois des retours négatifs, hein, ça arrive, mais c'est ce qui nous fait progresser aussi. Heu, mais aussi et surtout, beaucoup de retours positifs, beaucoup d'encouragement et les auteurs sont vraiment, friands de ça parce que, bah, on le sait tous pour avoir publié des bouquins à droite à gauche, c'est pas toujours facile d'avoir des retours sur ce qu'on fait et Rocambole, il y a vraiment une communauté, non seulement une communauté soudée, mais une communauté, de plus en plus nombreuse, heu, qui, heu, qui pousse ça, qui pousse cette volonté et qui la sert aussi. Ce qui est intéressant, c'est que vous cherchez, vous explorez des nouveaux formats, vous cherchez à innover sur le format. Je crois que c'est cette semaine, il y a le Buzz Buzz Mortel, non, Mortel, c'est ouais, ouais, ouais. donc voilà, c'est une sorte de jeu, d'énigmes, de Cluedo, Bah, ça recoupe un peu ce que tu disais avec le Ticket d'or, c'est-à-dire que et je pense que c'est le meilleur boulot d'éditeur que j'ai jamais eu, heu, on teste sans cesse, on essaye de nouvelles choses, et dès qu'on a une idée qui nous amuse, on n'attend pas 6 mois pour la mettre en route, on la met en route tout de suite, dans la journée ou dans les 2 jours qui viennent et c'est vachement réjouissant parce que, on n'a pas besoin de chercher des auteurs, on a des auteurs à disposition, via notre fabrique. Heu, donc on a une idée, aussi folle soit-elle, on la propose sur le Discord, des auteurs et puis, s'il y a quelqu'un qui est intéressé, en général, il y a souvent quelqu'un qui est ou même plusieurs personnes qui sont intéressées, on lance tout de suite, et jusqu'à la prochaine idée folle. Donc, effectivement pour Cube, c'était, voilà, sur des milliers, des dizaines de milliers de box, livres envoyés à la communauté, Cube, c'est, c'était il y a 2 mois, 2 ou 3 mois
Heu, bah, dans 3 d'entre elles, il y avait un ticket d'or comme dans Charlie et la chocolaterie et ça ouvrait la voie à, créer sa propre série. Alors, évidemment pas tout seul, hein. C'est-à-dire que Rocambole, met à disposition, bah, de ces 3 personnes, des auteurs, des scénaristes et puis on va créer, la série de leurs rêves, l'histoire de leurs rêves, hein, celle qu'ils ont toujours voulu lire. Donc ça, c'est en cours de création et puis là, oui, effectivement, Buzz Mortel, c'était l'idée de vouloir, gamifier un peu la lecture, hein, et d'en faire, évidemment une excellente histoire, mais aussi un jeu. Heu, donc l'histoire se présente comme une enquête policière à la Agatha Christie. Ça rappelle beaucoup, c'est un hommage au fonctionnement de Ils étaient 10 de Agatha Christie, mais transposé au XXIe siècle et c'est, les auteurs, Vincent Istria et Tiphaine Levillain. Tiphaine, disait, dans une vidéo il y a quelques jours publiée sur nos réseaux sociaux que le défi était intéressant de faire une version, 21e siècle de Ils étaient 10 dans un contexte où, bah, le smartphone, ringardise la plupart des intrigues, à énigmes comme ça, parce que ça rend tout beaucoup plus facile et donc l'idée, c'était de faire, bah, Ils étaient 10 mais avec des smartphones, hein, et avec, une ultra connexion et d'imbriquer cette ultra connexion dans l'histoire et en l'occurrence, là, en plus, on est pile dans le sujet puisque, bah, au lieu de 10 personnes, un petit peu random dans l'histoire enfin, pas si random que ça, mais je veux pas spoiler Agatha Christie. Au lieu de ces 10 personnes, bah, c'est 10 influenceurs, 10 stars de YouTube, d'Instagram, qui passent leur vie à faire des lives, de tout ce qu'ils font et heu et c'est ces 10 personnes qui vont se retrouver, au cœur de la tempête, et il y aura des meurtres, bien sûr, beaucoup, beaucoup de meurtres, hein. Bon, bah, ça fait vraiment envie. Vous collez aussi vraiment à l'actualité. Je pense que alors j'ai vu que vous aviez publié, repackagé Arsène Lupin sur votre plateforme. Bah, tu vois, ça c'est typiquement, la beauté du numérique, c'est de pouvoir faire des choses comme ça, sur un coup de tête entre guillemets. C'est-à-dire que, moi j'ai lu un article où, bah, suite à la série Netflix, les stocks d'Arsène Lupin ont été dévalisés dans les librairies. Heu, dans la demi-journée, on avait l'intégralité d'Arsène Lupin, en accès gratuit sur la plateforme, quoi. Ouais, vous êtes, ouais, extrêmement réactif. Un projet qui m'a fait bien plaisir aussi et qui collait à l'actualité de Netflix, c'était, La Dame du jeu. Donc, vous avez, répondu un peu à la série, Le jeu de la dame, Ouais. avec, vous avez une préface donc vous reprenez c'est quoi l'histoire de Judith Polgar, non? Ouais, c'est l'histoire de Judith Polgar, alors qui n'est pas directement, c'est-à-dire que la série, Netflix est inspirée d'un roman qui s'inspire davantage de la vie d'un joueur, en l'occurrence, un joueur d'échecs, américain et nous, on a voulu rendre hommage, bah, à pour le coup une vraie joueuse, heu, qui est Judith Polgar, qui a été, et qui est toujours à ce jour la plus grande joueuse d'échecs de tous les temps, dans un univers très masculin. Et ça nous a semblé plus pertinent de parler d'elle que de parler de Fischer, qui est le, le joueur d'échecs américain dont s'inspire le roman. Euh, on a été chercher Maxime Bachier-Lagrave, qui est bah, le plus grand joueur d'échecs français de tous les temps, qui rivalise avec les plus grands, voilà, qui fait vraiment partie du top 10, voire du top 5, voire du top 3. Euh, et il nous a très gentiment fait une petite préface pour cette série. Donc là aussi, on joue avec la réactivité du numérique, quoi. Mmh. Et vous suivez et vous supportez les tendances qui se dessinent, en fait. C'est vrai que le jeu de la dame a explosé les ventes d'échiquiers, Ouais, heu, donc beaucoup de gens se sont mis à jouer aux échecs, donc oui, oui, c'était l'occasion, hein. ouais, c'est une belle, beau projet en ayant une préface de Maxime Vachier-Lagrave également.
Et puis, ouais, enfin, ça répond à cette espèce de truc, moi j'appelle ça un moment culturel. Heu, je ne sais pas s'il y a un nom, qui existe par ailleurs, mais aujourd'hui, avec l'essor des plateformes de streaming et la diffusion, mondiale, de séries, voilà, au même moment partout dans le monde, on a vraiment des moments culturels qui se créent comme ça, où pendant, 1 semaine, 2 semaines, parfois beaucoup plus de façon beaucoup plus courte, hein, mais sur celles qui fonctionnent vraiment très, très bien, on l'a très bien vu sur The Queen's Gambit, il y a vraiment un moment culturel où tout le monde ne parle plus que de ça, où, les vieux échiquiers sont ressortis des tiroirs, où on va commander dans les magasins de jeux des échiquiers et cetera et soudain le monde entier ne parle plus que des échecs et si la fenêtre de tir est pas grande, hein. C'est-à-dire que si vous sortez un livre ou une série sur les échecs dans 6 mois ou dans 1 an, bah, il y a, quand même de grandes chances pour que ce moment culturel mondial soit passé et qu'on soit passé à autre chose. Heu, mais je pense que c'est important aujourd'hui, dans ce contexte de culture mondialisée, de surfer sur ces moments culturels. Mmh. Ce qui est très intéressant, c'est que ce moment culturel, ça m'évoque, tu vois, quand j'étais ado et où il existait parce qu'on était tous synchronisés par les émissions de télé phares et il y en avait qui allaient, attirer l'attention et que tout le monde allait regarder et qu'on allait débriefer le lendemain, Ouais. au collège, donc maintenant on a cette synchronisation culturelle à l'échelle du monde, en fait. On est rythmé par ces moments. Ouais. Alors sauf peut-être que, voilà, dans les années 90-2000, heu, ces moments culturels étaient finalement, assez partagés dans le sens où, voilà, il y a eu une époque où tout le monde regardait Friends, par exemple, tout le monde regardait, X-Files. Heu, aujourd'hui, il y a toujours ça, mais aussi, en plus, il y a une culture qui est vachement plus fragmentée parce que, on a de plus en plus de contenus, spécialisés pour chaque niche, pour chaque communauté et on regarde tous nos séries dans notre coin et on regarde souvent pas du tout les mêmes, en fait. Mais parfois, voilà, il y en a quelques-unes qui apparaissent, heu, en général, tous les mois, tous les 2 mois et soudain, le monde entier fait consensus, quoi. Là, on a parlé, tu vois, de Judith Polgar, c'est un peu de la non-fiction, un peu ce qui rentre dans votre catégorie, non-fiction. Ouais, ouais. Et comment vous voyez évoluer cette catégorie? Parce que c'est vrai c'est un peu de niche, même en marge dans votre application, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une demande qui est grandissante Ouais. l'historique, la partie, documentaire. Ah bah, ouais, la non-fiction, c'est génial, hein. Tu fais en gros, alors c'est ni un livre, c'est ni une biographie, c'est ni un document, c'est pas un article de blog non plus, ça utilise les ressorts, narratifs et dramaturgiques de la fiction, heu, mais c'est un document, c'est une histoire vraie, heu et ouais, il y a une vraie appétence pour ça. Bah, là, aujourd'hui, on a sorti une série, de Thierry Soulard hein, qui parle d'un parcours de PMA d'un couple lesbien. C'est une non-fiction, mais racontée comme une fiction et c'est non seulement le sujet est important et passionnant, mais en plus la série est super agréable à lire, quoi. Donc plutôt que de lire un article de journal, moi je crois beaucoup au format, comme ça, un petit peu intermédiaire, le document qui utilise les codes de la fiction. C'est lui qui avait écrit, Startup Hallucination? C'est le même, hein, il a récidivé. Ouais, j'avais lu celui-là, qui était, très réaliste sur, l'économie, des startups justement. Ouais, tout à fait. Beh, c'est ça, c'est-à-dire que c'est beaucoup de promesses, et finalement, peu de résultats. Donc nous, on voulait absolument faire cette série, pour, montrer un petit peu l'envers du décor et quelque part, pour nous, cette série, c'est aussi une sorte d'exorcisme, de manuel de de tout ce qu'il ne faut pas faire, en fait. La roadmap de ce qu'il ne faut pas faire. Exactement, mais c'est vraiment un mode d'emploi d'ailleurs, c'est qu'on soit entrepreneur ou pas, hein, c'est un parcours fascinant. On n'a pas encore parlé de toi. Comment tu es arrivé, à créer Rocambole, en fait? Qu'est-ce qui t'est quel est ton parcours et comment tu
Alors moi, j'ai pas du tout créé Rocambole, hein. Ah, je crois que tu étais cofondateur. Ouais, ouais, je suis, j'étais je suis que toujours cofondateur. Donc moi, je suis arrivé, l'équipe était déjà, OK. bah, un petit peu constituée, Mmh. dans le OK. sens où, bah, il y avait déjà du monde, quoi. Mmh. Ouais, qu'est-ce qui t'a amené, voilà, qu'est-ce qui t'a alors tu as été séduit par le projet, j'imagine, mais comment tu étais prêt pour, faire ce genre de quelle était ton expérience avant? Alors moi, bah, comme je disais, j'ai fait, bah, j'ai fait des études de cinéma, donc rien à voir. Donc voilà, j'ai fait ça pendant quelques années. J'ai, travaillé un petit peu en prod, j'ai travaillé un petit peu en lecture de scénario et cetera. Et puis, bon, ça payait pas beaucoup, voire, pas du tout. Et puis en fait le l'univers me plaisait pas trop, donc j'ai cherché du boulot ailleurs. Donc en attendant, j'ai commencé à bosser dans une librairie et en fait j'ai adoré ça, donc je suis resté très longtemps, libraire. Heu et en fait un jour, bah, c'était fin 2010, Apple a sorti, l'iPad et donc avec ça l'écosystème du livre numérique est arrivé et j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit: «C'est génial, on peut faire des livres, dématérialisés, on peut même, ajouter des vidéos, mes études de cinéma vont peut-être me servir». Heu et en fait, j'ai monté une maison d'édition qui s'appelait Walrus, qui a officié de 2010 à 2018 où, bah, j'ai publié, beaucoup d'auteurs dans les domaines de l'imaginaire, science-fiction, fantasy et fantastique, et puis, plus généralement, pulp, enfin toutes les choses, tous les genres un petit peu recommandables, hein, qui méritent, un peu plus de lumière et on a fait du livre dont vous êtes le héros aussi, enfin on a testé plein de trucs et puis, bah, la vie est arrivée, j'ai eu des enfants, j'étais, plus fatigué et cetera et puis en 2018, moi j'ai eu envie d'arrêter. Heu, la la maison d'édition, avait de l'argent sur son compte, on pouvait payer tout le monde, les auteurs, même, rembourser les associés d'une part de leur investissement donc on s'est dit: «Bon, bah, voilà, on ferme proprement, on s'en va comme des princes et puis on continue». Et puis, voilà, il y a plus rien eu pendant quelques semaines, quelques mois. J'ai déménagé de Berlin, je suis revenu en France, heu et et puis j'ai vu passer Rocambole sur les réseaux sociaux. Heu, à l'époque, ils faisaient un crowdfunding, pour un espèce de projet qui, à mon sens, ressemblait à Wattpad mais payant, en gros. C'est-à-dire que, voilà, les auteurs pouvaient venir, publier leurs trucs et on accédait au catalogue en payant et le crowdfunding a réussi. Ils ont remporté un hackathon du ministère de la culture et cetera, donc ça bougeait un peu et puis l'équipe était vraiment ultra sympathique, enfin je voyais, dans les vidéos qu'ils postaient et cetera, qu'ils avaient l'air vraiment ultra à fond, ultra engagés, ultra motivés et ça faisait vachement envie, quoi et le seul truc, c'est que j'avais l'impression qu'ils faisaient, un peu fausse route, quoi, que c'était peut-être pas le bon modèle ou je sais pas, enfin, mon expérience d'éditeur numérique me faisait dire que, ils étaient peut-être en train de refaire des erreurs que moi j'avais faites avant et que je pourrais leur éviter et en fait, voilà, j'ai pris contact avec eux, de la manière la plus, la plus bizarre qui soit. C'est-à-dire en leur envoyant un long message, en leur disant, bah, tout ce que je pensais qui allait pas et pourquoi ça allait foirer Mmh. et et en fait, ils l'ont plutôt bien pris. Bah, c'était, c'était bienveillant, mais c'est Mmh. vrai que c'est pas commun comme, introduction. Mais bon, j'ai expliqué mon parcours, j'ai expliqué, voilà, ce que j'avais fait, ce que je pensais et cetera et puis voilà, de fil en aiguille, le courant est bien passé et puis, je leur ai proposé
de les rejoindre en tant que directeur édito, poste que j'occupe toujours. C'est amusant que tu mentionnes, des études de cinéma parce que c'est vrai qu'on ressent quand même dans ta culture de la dramaturgie, la narration, de ton pseudo sur Twitter, c'est Story Nerd. Mmh. Donc tu aimes, voilà, tu as une passion, je crois qu'on partage une passion pour la construction des histoires. Ouais, c'est rigolo. Il y a des modèles que tu ouais, je pense, il y a Yves Lavandier, il y a John Truby, il y a qu'est-ce qui te sert de modèle? Ou même des auteurs qui te servent de modèle ou de calque? J'ai ma sainte trinité, j'ai Lavandier, Truby et Snyder. OK. J'adore ces 3-là, Mmh. avec une grosse préférence pour Lavandier parce qu'en plus il est français Mmh. et que et que je trouve ses analyses, vraiment, sur bien des points plus pertinentes que celles de Truby, même si Truby a plein de trucs géniaux, que je suis avec passion. Et j'adore Blake Snyder pour l'espèce de glaçage qu'il met sur le gâteau. C'est-à-dire que Lavandier et Truby, ils font le gâteau et Snyder te met un glaçage magnifique qui rend le gâteau, qui passe de bon à délicieux, divin. Et, et je trouve que ce que propose Snyder est très malin. Après, bon, on fait comme tout le monde, hein, c'est-à-dire qu'on prend bah, l'inspiration là où elle est, quoi. Est-ce que tu as dû adapter un peu, est-ce que tu as qu'il y a des règles qui ont émergé du format de Rocambole? Toi, tu as Ouais, 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 bien sûr. On on a, heu, on a une bible éditoriale que j'ai rédigée, qui fait une vingtaine de pages et qui est réservée aux auteurs Rocambole, heu et qui, voilà, qui retrace un petit peu, enfin, en tout cas, qui s'inspire de l'expérience qu'on a aujourd'hui, au regard bah, des habitudes de consommation de nos lecteurs. On voit ce qui marche, on voit ce qui marche pas. Et donc l'idée, bah, c'est de faire plus ce qui marche que ce qui marche pas, forcément. oui, vous ouais, le numérique permet de jeter un œil un peu par-dessus l'épaule des lecteurs, enfin en masse, hein, de manière anonyme. Ouais, bien sûr. Est-ce que vous avez découvert des choses en particulier dans l'étude, des lecteurs une chose qui t'a surpris sans donner de secret de fabrication, mais Ouais, mais on va pas te le dire. Parce qu'il faut que la recette reste un peu secrète. Heu, non, non, mais c'est super intéressant, notamment moi j'aimerais bien, et je pense que c'est pareil, j'aimerais bien voir, l la correspondance entre, les lectures numériques et les lectures papier pour voir si, les 2 usages se recoupent et je pense qu'ils se recoupent d'une certaine manière. Mais, tu vois, il y a rien de sorcier en définitive, hein. C'est des questions de caractérisation des personnages, de, éviter de commencer une histoire avec, 30 lignes sur la manière dont la pluie tombe, éviter, enfin, avoir des enjeux clairs, dès la fin du premier épisode, avoir, posé, bah, toutes les bases, ce que j'appelle les règles du jeu. C'est-à-dire que si tu rentres dans une fiction, bah, tu y rentres dans la même manière que dans un jeu de société. C'est-à-dire que faut qu'on te file les règles et il faut que tu les appropries très vite pour ensuite tout de suite rentrer dans l'histoire. Heu, donc c'est principalement des enjeux de clarté, heu et d'efficacité qui sont au centre des de la politique éditoriale de Rocambole, quoi. mmh. J'avais une question sur tu vois, sur le format justement, je crois que c'est 10 000, 10 000, signes, espaces comprises sur chaque chapitre à peu près. Heu, moi quand j'étais rentré dans le feuilleton, en fait, j'avais découvert ça avec, Stephen King chez Librio, La Ligne verte et c'était des épisodes bien plus conséquents. Donc est-ce que le numérique permet de s'affranchir un peu de cette dimension papier où il faut quand même, on va pas imprimer, 5 pages, 5 pages et vendre, à ce niveau de détail-là? Donc est-ce que c'est parce que il y a le numérique permet de condenser encore plus l'expérience? C'est ça l'idée? Ouais, enfin, les 10 000 signes, c'est pas une règle immuable, si tu veux. Mmh. On a remarqué que les 10 000 signes étaient,
correspondait à peu près à 5 minutes de lecture et c'était un petit peu la promesse de Rocambole, c'était de remettre la lecture dans le quotidien, 5 minutes par 5 minutes, tu vois? Mmh. OK. Après on se rend compte que, honnêtement, plus les épisodes sont courts, plus ils sont lus. Heu, du coup, bah, cette règle des 10 000, elle est un peu en train de voler en éclats dans le sens où, on va plus aller, encore vers des épisodes, 6 000, 7 000, 8 000 signes, que 10 000 12 000 quoi. Hem, Ça c'est principalement une question de découpage, hein, c'est pas une question de nécessairement de dramaturgie en soi, mais le fait de terminer un épisode et d'appuyer sur le bouton épisode suivant, il y a quand même quelque chose de très satisfaisant. Donc plus on le fait, heu, bah, plus l'expérience est satisfaisante. Donc il faut pas non plus, bah, il faut essayer de faciliter un peu la vie des lecteurs, quoi. Ouais, c'est un cycle de récompense, bien connu, Ouais, 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 c'est ça. Mmh. C'est ça et puis c'est satisfaisant quand enfin nous, c'est rigolo parce que, on voit que, par exemple, il y a énormément de nos lecteurs qui lisent, passé 21 h 22 h. On a vraiment beaucoup de noctambules sur l'application et moi, j'imagine très bien, parce que je le fais aussi, lire, nos lecteurs lire leurs derniers petits épisodes, avant de dormir, dans le noir avec le fond noir, sur le téléphone, en dark mode et se dire: «Allez, un petit dernier et je me couche. Allez, encore un Mmh. petit dernier». Mmh. Ouais, c'est l'idée. Je parlais de Stephen King, j'imagine que vous cherchez aussi des auteurs un peu phares Mmh. pour rejoindre votre application? Ouais, bien sûr, Heu, ouais. mmh, Bah, il y a un est-ce espèce d'enjeu quand même à crédibiliser le catalogue, hein. mmh, donc voilà, c'est encore, en cours, j'imagine. J'ai pas vu encore d'annonce. Je te vois sur Twitter, solliciter, des auteurs, Max Chatham, je crois, Ouais, bah, Maxime Chatham, c'est mon Pokémon légendaire. Il faut que j'ai très envie de l'attraper, mais il est très difficile à attraper, Maxime. Mais, un jour peut-être, non, mais j'espère. je te le souhaite. Mmh. Ouais, ouais. Non, après dans les auteurs, qu'on a publiés, récemment, il y a Jacques Expert, par exemple, qui est un grand auteur de polar, connu et reconnu, qui nous a fait, la joie de publier une histoire chez nous. Là, on a publié, une série avec, plusieurs aventuriers français, par exemple, Alexandre Poussin, Rémi Camus, heu, Vincent Piton, enfin bon, Mathieu Tordeur aussi. Donc que des gens très, 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 très connus et très pointus dans leur domaine et puis la série est vraiment passionnante. Donc petit à petit, le catalogue se se diversifie et s'agrandit, quoi. Et ça, oui, c'est en partenariat avec la Cité des sciences et de l'industrie, donc c'est Ouais, c'est ça. pour mettre en avant les aventuriers. Donc c'est oui, très alléchant et excitant comme série. Ouais, ouais. C'est une très, très belle série sur le thème de la transmission et c'est vraiment passionnant. Ces gens ont des vies vraiment passionnantes et inspirantes. Quel est le profil des auteurs? J'ai l'impression qu'il y a tout, il y a des comme tu citais des auteurs expérimentés qui sont dessus. J'ai vu des auteurs qui je crois que c'est Thierry Soulard qui était dans la fiction, enfin pseudo-fiction, un peu pour la première fois, j'ai l'impression. J'ai l'impression que vous avez, un panel d'auteurs assez large en fait, de toute expérience. Ouais, alors Thierry, il écrit aussi bien de la fiction que de la non-fiction, il écrit un peu les 2. Mais oui, le panel est très, très éclectique. On a aussi bien, des auteurs, très installés, des auteurs professionnels aussi, qui publient chez nous, que, bah, parfois des auteurs, dont c'est la première publication et qui sont très contents de publier chez nous. Heu, on n'est vraiment pas sectaire à ce niveau-là, on cherche pas à tout prix, les stars, on cherche vraiment avant tout les bonnes histoires, voir les très bonnes histoires et c'est vraiment la promesse de Rocambole, c'est d'essayer en tout cas, d'offrir au quotidien les meilleures histoires possibles. Mmh.
J'ai l'impression que ça fait partie de la diversité aussi, pour avoir de la diversité dans le catalogue, il faut de la diversité dans les auteurs, qui vont nourrir ce catalogue. Ouais, ouais, et puis c'est normal de chercher de nouvelles voies, de les encourager, de les porter, d'en faire la promotion. C'est le travail de l'éditeur aussi. Mmh. Est-ce que tu penses que c'est, un bon format, tu vois, tu parlais de jeunes auteurs, est-ce que tu penses que c'est un bon format pour commencer? Ou est-ce que justement, est-ce qu'il faut pas être un peu, expérimenté pour être capable de maîtriser mieux le rythme? Honnêtement, je sais pas du tout. OK. Je sais pas du tout si c'est un bon format pour commencer. Ça dépend vraiment énormément, de la culture des auteurs aussi. Et quand je dis culture, je parle de culture au sens large, heu, aussi bien la culture, littéraire que la culture, sérielle, cinématographique, radiophonique, tout ce que tu veux. Heu, la narration sérielle, c'est quand même quelque chose de très particulier qui fait que, mais je pense que c'est une narration dont les codes sont de plus en plus partagés aujourd'hui avec l'essor des Netflix et consorts. On a instinctivement ce ce besoin de narration sérialisée, heu, qui s'insère très très facilement dans le quotidien, en fait. Heu, par exemple, voilà, pour des lecteurs de manga ou pour des gros consommateurs de séries Netflix, le format Rocambole va paraître super naturel. Mmh. Ouais, tu mentionnes beaucoup, les mangas, y compris sur, Twitter. Tu as une vraie culture, et les animés aussi, Oui, oui, bah, ça me plaît bien. Ça me plaît bien, j'y trouve beaucoup d'inspiration et j'y trouve surtout beaucoup de d'énergie et d'enthousiasme. Moi, je trouve ça très enthousiasmant, les mangas, parce que la créativité est complètement folle, quoi. Avec, couplé à cette rapidité de production, de publication et cetera, c'est vraiment super passionnant, quoi. et bouillonnant, comme ce que vous cherchez, à faire. Ouais, 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 exactement. Il y a vraiment une belle énergie. Après, ça m'empêche pas, heu, ça m'empêche pas de lire, des romans classiques, de de voilà, on a toujours, une culture à parfaire. Une dernière question pour conclure. Est-ce que toi qui navigues dans les histoires, qui baignes dans les histoires, est-ce que ça te démange pas d'en écrire? Si, si, bien sûr, mais pour Mmh. l'instant, j'ai pas beaucoup de temps. OK, bah, avec plaisir, avec impatience, je lirai tes textes quand tu auras plus de temps, quand tu auras pu dégager, plus Ça de temps marche. et que Rocambole tournera. Ouais, exactement. Merci beaucoup pour ton temps et puis d'avoir répondu on a couvert, beaucoup de sujets sur Rocambole et sur ton amour et ta passion pour les histoires. Bah, merci à toi de m'avoir reçu. Avec plaisir et puis, bah, voilà, on se tient au courant. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.